Salut à tous mes chers petits camarades, pour cette première émission j'avais envie de replonger avec vous dans nos chères années 90. Mais pas seulement. Les années 90, une époque où on bouffait des tonnes de dessins animés sur toutes les chaînes, on avait bien sûr les mangas qui débarquaient en France et puis des putains de productions européennes. Et puis bien sûr, il y avait les dessins animés américains. Pour eux, on parle même d'une période de renaissance, fin 80, début 90. En fait, ça concerne différentes productions. Déjà, on avait les Disney de cette période qui sont à peu près tous devenus cultes et dont on connaît tous les chansons par cœur. Métraladin très cher, je vous offre aujourd'hui. Disney qui s'était aussi remis à produire des trucs vraiment cool pour la télévision, comme la bande à Picsou. Ou peut-être que, comme moi, vous vous souvenez de Gargoyles. Quand j'étais gamin, ça paraissait beaucoup trop génial, ce truc. À côté de ça, on avait un transfuge de chez Disney qui a marqué les esprits. Et c'est de loin mon grand chouchou, monsieur Don Bluth. Et oui, parce que le petit dinosaure, Anastasia, Pousselina, Fievel, ce ne sont pas des Disney, et c'est tout réalisé par ce mec. Mais on reviendra sur lui dans une autre chronique. Puis il y a la Warner qui a relancé son secteur animation télé. La Warner, c'était pas n'importe qui, c'est quand même eux qui ont fourni un bon paquet des cartoons old school qu'on bouffait encore par wagon entier dans les années 90 grâce au VHS ou à des émissions géniales comme Sa Cartoon. Tex Avery, Hanna-Barbera, Chuck Jones, les Looney Tunes, les Merry Melodies, etc., etc. Tout ça, ça avait beau dater des années 30 à 70, ça avait pas vieilli d'un poil. C'est aussi culte pour nous que les dessins animés de notre génération. D'ailleurs, ça passait à longueur d'année dans des VF excellentes, avec les voix cultes. Quoi de neuf, docteur? Et puis ce mec qui lisait les trucs écrits. 1. Transporter l'enclume sur une corde tendue. En tout cas des VF de bien meilleure qualité que les trucs pas possibles que faisait AB Productions sur les animés à la même époque. Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Parce que quand on parle des années 90, il n'y a pas que Tom de Olive et Tom, mais aussi Tom de Tom et Jerry. Alors d'accord, ça datait des années 40-50, mais nous on savait pas, et on s'en foutait. Mon perso, j'aimais pas trop Tom et Jerry, je saurais pas vraiment dire pourquoi, mais j'avais l'impression que c'était une version molle de Titi et Gros Minet. En tout cas, ce sont des icônes qui ont traversé les générations. Regardez ce gros taré de Bugs Bunny. Alors je dis ce gros taré parce que c'est pas du tout un personnage gentil en fait. Il a l'air cool comme ça pour vendre des mugs et des dessus de lit, mais franchement c'est le pire connard de l'histoire de l'univers. Regardez. Ce mec, tu lui faisais une petite crasse et ta vie, c'était fini. En fait, c'est l'incarnation du troll, Bugs Bunny. Il est dangereux, c'est un tortionnaire. Et justement, avec lui, on avait toute la famille Warner, les fameux Looney Tunes. Daffy Duck, Elmer, Taz, Sam le Pirate, Speedy Gonzales, Bip Bip et Coyote. Ce qui était cool, c'est qu'on nous passait vraiment tous les cartoons possibles et imaginables. Et c'est grâce à ça qu'on a pu voir des trucs vraiment barrés comme les Tex Avery ou des trucs genre ça. Si vous avez un jour vu ce truc, je tiens à vous dire que vous n'êtes pas seul. Et que nous aussi, nous avons cette putain de musique dans la tête depuis 20 ans. Et je tenais à vous dire aussi que ça s'appelle Inky and the Mina Bird, je vous le dis parce que j'ai hyper galéré à trouver. Là, on a plus affaire à des one-shots qu'à des séries, les personnages sont pas autant ancrés dans l'inconscient collectif. Mais ça doit vous dire quelque chose, par exemple, vous avez peut-être déjà vu ça. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Send me a kiss by wire. Baby, my heart's on fire. Ou alors celui-là, peut-être. T'étais pas censé parler des Animaniacs? Non mais j'y viens. Petit aparté sur celui-là parce que franchement, c'est une des œuvres les plus mignonnes et les plus touchantes qui m'a été donnée de voir. Je suis sérieux. En fait, ça parle d'un gros chien méchant et d'un petit chaton tout mignon. Et le gros chien n'arrive pas à faire peur au petit chaton qui est beaucoup trop naïf et innocent. Ou alors qui s'en bat les couilles parce que c'est un chat. Alors le gros chien décide de garder le petit chaton. Alors ça paraît con, hein, mais prenez cette scène par exemple.
what a long face. Well, I know just the thing for that. Here. Well, come on, take it. Et sinon, les Animaniacs? Mais c'est bon, j'y viens. Bon, tout ça pour dire que quand les Animaniacs sont sortis, on connaissait nos classiques, on reconnaissait le style, la marque de fabrique Cartoon. Ça avait largement traversé les générations, les âges, parce que ça a quelque chose d'assez universel. C'est une animation de l'efficacité totale, un langage qui passe avant tout par l'image, par le mouvement, par l'expressivité. Le cartoon, c'est l'humour de l'exagération, de l'absurde, ce que les anglophones appellent le slapstick, et c'est directement lié à leur cinéma muet avec Charlie Chaplin ou Buster Keaton. Ça peut être mal vu parce que c'est de l'humour burlesque, pantalonnade, tarte à la crème, poète-poète. Mais absurde ne veut pas dire qu'il n'a aucun sens. Regardez les temps modernes par exemple. Ou alors je sais pas... Bon, ça, je sais pas trop ce que ça voulait dire, mais prenez un gimmick de cartoon classique, par exemple. C'est pas qu'il n'y a pas de loi physique dans un cartoon, c'est qu'il a ses propres lois et qu'il en joue. En fait, il parodie les lois physiques réelles. C'est absurde, certes, mais il y a une logique, sinon ça serait juste complètement random. La croix, ici, marque l'emplacement où l'objet va tomber, alors si on bouge la croix, l'objet tombe ailleurs. C'est compréhensible, même si on sait que ça ne se passe pas comme ça en vrai, et c'est ça qui nous fait rire. Et le fait que le mec se fasse hyper mal. Ça joue vachement aussi. J'ai passé un morceau de The Mask juste avant, mais plein d'autres films géniaux ont utilisé les cartoons dans les années 80-90. Bon, j'avoue, Space Jam, dans les films géniaux, c'est discutable. En tout cas, quand j'avais 10 ans, moi je trouvais ça génial. Et si ces films ont pu fonctionner, c'est parce que les cartoons et leur mécanique étaient bien ancrés dans l'inconscient collectif. D'ailleurs, je sais pas si ces films marcheraient autant sur la nouvelle génération qui voit peut-être moins de cartoons et des dessins animés très différents à la place. Et donc, les Animaniacs? Les quoi? Ah oui, alors justement, ça fait partie de cette mouvance de renouveau autour du cartoon. Petit historique. En 90, la Warner se relance dans l'animation télévisuelle en s'associant à Amblin Entertainment, la boîte d'un certain monsieur Steven Spielberg, qui a déjà contribué à la renaissance de l'animation en produisant les longs métrages de Don Bluth. Preuve que la Warner assume l'héritage des cartoons qui ont fait sa gloire, leur première production sera les Tiny Toons, version enfantine de leur célèbre Looney Tunes. Ils rencontreront un franc succès autant auprès des plus jeunes que de leurs aînés, ravis de retrouver les icônes qui ont bercé leur enfance. Fort de ce succès, en 1993 est diffusé pour la première fois. Voici l'heure des Animaniacs. On a disjoncté un max. Personnellement, je regardais ça sur France 3 et ça me faisait halluciner. Déjà, les Animaniacs c'était génial, mais il y avait aussi tous les autres dessins animés autour avec des trucs vraiment dingues. Je me souviens pas m'être autant tapé des barres de rire à cet âge-là, c'était vraiment les montagnes russes du dessin animé. La spécificité de ces productions, c'est de reprendre les bases du bon vieux cartoon à la papa. Patatras. Mais en même temps, ça avait une patte assez moderne. Déjà, les Animaniacs eux-mêmes, c'était très bavard, contrairement à beaucoup de classiques. Les jeux de mots moisis, ça a toujours été présent dans le cartoon, mais là, c'est vraiment tout le temps. Je déteste les jeux de mots. D'ailleurs, les mecs qui ont fait la VF, franchement, je les plains. Stop badgering the witness. Sorry. Arrêtez de renarder avec le témoin. Désolé. Et puis, il y avait beaucoup de références à la pop culture. Il y avait des célébrités qui apparaissaient, des parodies, des références. Je pense que c'est aussi pour ça que ça plaisait autant aux petits qu'aux grands. Vous avez par exemple les Affranchis qui jouent sur tous les codes de films de gangsters, mais avec des pigeons. On y retrouve des références ultra spécifiques que les gamins connaissent que très vaguement. Vous avez le titre, déjà, en français, Les Affranchis, qui est une référence au film de Scorsese, mais qui en VO s'appelle The Good Feathers, qui est une référence au Parrain. Vous avez la statue de Scorsese sur laquelle ils vont se poser, un personnage qui est inspiré du Parrain ou un autre qui est inspiré de celui de Joe Pesci dans Les Affranchis. Un rondouillard poussif à la tête boursouflée, tu te fiches de moi ou quoi? Il y avait même des références à la prod. En fait, on est clairement dans le métatextuel. Les Animaniacs étaient eux-mêmes des personnages de cartoon qui se seraient incarnés, genre expérience qui a mal tourné. Ils sont enfermés dans le château d'eau de la Warner et ils s'appellent les frères Warner. Du coup, on peut voir les studios, on se fout de la gueule du PDG ou même de Spielberg. Si vous prenez Rififi aussi, c'est une ancienne actrice de cartoon. D'un côté, c'est propre à l'époque, comme on le voit avec Roger Rabbit ou Space Jam, avec des toons qui savent qu'ils sont des toons. Ceci dit, dans les vieux cartoons, on brisait déjà beaucoup le quatrième mur, avec les personnages qui parlent aux spectateurs ou sortent de la pellicule. Mais là, on a vraiment affaire à un recul sur des décennies de cartoons bien digérés.
En fait, il y a la volonté d'établir un héritage, comme si c'était une nouvelle génération. La plupart des concepts étaient complètement dingues. D'ailleurs, les dessins animés annexes fonctionnaient souvent sur le même modèle. Tout à l'heure, j'ai dit que pour moi, Bip Bip et Coyote, c'était le cartoon ultime. C'est un peu exagéré, certes, mais c'est parce qu'en fait, ce dessin animé fonctionnait sur un même schéma très simple. Le coyote essaye d'attraper Bip Bip et n'y arrive pas. Point. C'était toujours la même chose, et c'était toujours trop marrant. Pas de paroles, pas d'intrigue, pas de variation dans le scénario, juste le même schéma répété à l'infini, avec des gags, des gags, des gags. À chaque fois, on savait que le plan de Coyote allait foirer, et à chaque fois, c'était marrant. C'est du cartoon pur. Si vous prenez les dessins animés annexes aux Animaniacs, ils fonctionnent souvent sur ce principe de schéma répété. Par exemple, un des plus connus, Minus et Cortex, c'est toujours la même chose. Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que toutes les nuits, Minus, tenter de conquérir le monde. Dans le même genre, vous aviez aussi Toubo et Mindy, où à chaque fois la gamine trouvait le moyen de se barrer et le chien s'en prenait plein la gueule pour la ramener. Et à la fin, ça loupait jamais, il se faisait engueuler pour une broutille alors qu'il avait juste joué sa vie. Mais il y en a des un peu moins connus qui fonctionnent pareil. Par exemple, moi je buguais devant Poulbo. Poulbo, c'était un poulet qui ne voulait pas vivre au poulailler. Et c'était toujours la même chose, à chaque épisode, il se barrait et il vivait l'ascension sociale chez les humains. C'était complètement débile parce qu'on voyait clairement que c'était un poulet et il parlait même pas, il faisait juste... On savait pas trop comment ça pouvait marcher et on savait pas non plus pourquoi à la fin il y avait toujours un mec qui captait que c'était un poulet. Vous l'avez dit que ce gars était un poulet! Un peu comme s'il hallucinait autant que toi que les gens captent pas que c'est un putain de dinosaure. Pardon. Un putain de poulet. Résultat, il retournait à la case départ et il réessayait au prochain épisode. Puis ça peut paraître débile comme ça comme concept, mais ça avait cette façon de se moquer du rêve américain et du mythe de l'ascension sociale en général. Genre, on te pose des valeurs de réussite, on te fait croire que tu peux y accéder, mais si t'es un poulet, eh ben tu restes dans ton poulailler malgré tout le mal que tu t'es donné. Bon après, je vais pas tous les faire, mais il y avait aussi du what the fuck concentré, type Meme Time. Ou alors Bonne idée, mauvaise idée, qui servait d'interlude entre les différents dessins animés. Bad idea. Playing the piano in a marching band. Mais mon chouchou, toute catégorie confondue, devant les Animaniacs eux-mêmes, c'était Freakazoid. Super Minus qui s'éclate, Freakazoid, Freakazoid, en pyjama écarlate, Freakazoid, Freakazoid. Ça, c'était un dessin animé à part. En fait, c'est la 3e collaboration entre Amblin Entertainment, c'est la boîte de Spielberg, et la Warner, après les Tiny Toons et les Animaniacs. Déjà, c'était un super-héros, donc perso, ça me plaisait bien, mais bon, surtout, c'était un de leurs dessins animés qui allait le plus loin dans la connerie. Lui, déjà, il était complètement con. En fait, il me fait un peu penser à Deadpool chez Marvel. Et puis il y avait comme ça toute une galerie de personnages complètement dingues qui jouaient à mort sur les poncifs du super-héros. Je suis un super-héros, rien ne m'arrêtera. Freakazoid, tu te ferais pas une pastille de menthe? Oh, d'accord. Je pense notamment à l'épisode sur son sidekick, c'est-à-dire son assistant comme Robin pour Batman. Oh oui, alors où est-il? Je suis ici. Paluchman, tu arrives au bon moment. En fait, c'est des ressorts de cartoon qui servent à la parodie. Parce qu'il faut savoir que les messieurs derrière Freakazoid n'étaient autres que Paul Dini et Bruce Timm, qui à la même époque pour la Warner faisaient... Le meilleur dessin animé de l'univers depuis la création de Dieu. En fait, c'est comme si les mecs faisaient un dessin animé et sa parodie en même temps. Après, il y avait quand même cet humour, ce sens de l'absurde. Il y a par exemple cet épisode où tout du long on voit ce type... Le pouvoir de transformer les castors en or. Et du coup, c'était un genre de menace sans rapport qui planait sur l'épisode, et à la toute fin, il arrivait et ça donnait ça. Tu veux voir quelque chose d'étrange et de mystique? Non! Fiche le camp avec ta montre! Laisse ces pauvres petits castors tranquilles! T'es une ordure! Dégage! On s'amusait drôlement bien avant que tu pointes ton nez dans les parages! Va prendre un petit café avec de la crème ou un nuage de lait! Au final, je pense que c'est ça que je trouve absolument génial et percutant. Il y a une espèce de liberté, de folie, d'expérimentation, mais surtout le fait que ce soit aussi absurde et aussi débile, mais tellement bien fait. Parce que le n'importe quoi, ça ne se fait pas n'importe comment. Les mecs, ils se permettent des concepts aussi crétins qu'un concerto de Ro. Mais ils se disent pas, bah, c'est nul, on va le faire à la truelle. Non, les mecs, ils le bossent. Bip Bip et Coyote, par exemple. C'est toujours Coyote qui essaye d'attraper Bip Bip, c'est jamais autre chose. Alors comment tu rends ça intéressant des dizaines de fois sans jamais t'éloigner du concept? Eh ben c'est là qu'est le talent des mecs. Alors du coup, un concerto de Ro, bah très bien, on le fait. Et voici un artiste au sommet de son art, le grand Wakoroti. Et ça dure 2 minutes.
Excusez-moi. Et vous voulez savoir le pire? C'est mieux animé, mieux mis en scène et mieux rythmé que certains trucs qu'on a vus par la suite. Bah oui, parce que mine de rien, allez trouver un tempo comique à 2 minutes 20 d'Euro. Faut être plutôt balèze. Bon d'accord, j'avoue, c'est débile, c'est un concert d'Euro, ça fait rire que les crétins dans mon genre. Mais n'empêche, je pense que si le cartoon s'est aussi ancré dans l'inconscient collectif, dans la culture populaire, s'il a pu renaître comme ça à la faveur de ces dessins animés-là, c'est que ça parle à quelque chose en nous. Bon, évidemment, parce qu'on en a tellement bouffé qu'on connaît tous les codes par cœur, et puis il y a tout un panthéon de personnages cultes. Les Animaniacs et Minus et Cortex, certes, c'est plus ma génération, mais tout le monde sait qui est Bugs Bunny et tout le monde a déjà vu au moins un peu un Tex Avery. Ça fait partie de nous, c'est des mythes modernes. Comprenez que je parle de mythologie, monsieur Hipkiss. Ceci n'est qu'un morceau de bois. Mais surtout, je pense que c'est dans la nature même du cartoon. Vous voyez, le cartoon et le slapstick en général, c'est pas des grands discours. C'est pas des intrigues compliquées. C'est un langage avant tout visuel. Sonore aussi, avec de la musique d'illustration, des onomatopées, des bruitages. En fait, c'est un mode d'expression très viscéral, ça s'adresse directement à nos tripes. Du coup, ça vieillit pas vraiment et c'est assez universel. Après, je dis pas que c'est pas typiquement américain et que forcément leur culture a été largement répandue par leurs médias. Et je dis pas que c'est pas marqué par l'époque. Le nombre de trucs racistes que tu peux trouver dans les vieux cartoons ou les satires de la société américaine de ces années-là. D'ailleurs, les Animaniacs et les séries annexes, ils se gênaient pas pour parler de la société, de culture et de politique. Il y a forcément des trucs très contextuels. Quelque part, c'est comme voir des caricatures d'une époque. Mais tu prends les temps modernes de Chaplin. Par l'absurde, non seulement il caricature sa société, mais il te fait un film qui parle encore aujourd'hui. Il y a un propos intemporel sur le capitalisme et plus largement l'aliénation, l'exploitation. Du coup, ce genre de procédé, certes, c'est pas très intellectuel, mais ça veut pas dire que c'est pas profond. On peut même y trouver des choses assez fortes sans que ça en ait l'air. Il y a notre cruauté, nos obsessions, notre sexualité, nos rapports de séduction, notre tendresse, nos sentiments d'injustice, de révolte, de revanche. D'ailleurs, il y a beaucoup de rapports de force dans les cartoons, souvent des inversions de rapports de force même. C'est le faible qui l'emporte sur le fort, le chasseur qui se retrouve chassé. Le choix des animaux aussi, c'est pas anodin, c'est comme dans les fables de La Fontaine ou dans les Disney, ils ont une symbolique. Ça a quelque chose de totémique, par exemple le loup de Tex Avery pour représenter l'homme avide, le prédateur sexuel, c'est pas fait au hasard, ça fait appel à un imaginaire collectif très profond. Bon, des fois, on sait pas trop ce qui leur est passé par la tête, c'est sûr. Il faut pas toujours chercher un sens caché. Mais c'est comme Stanley Ipkiss au final. Le masque lui fait ressortir ce qu'il est au fond ou ce qu'il voudrait être, le bon comme le mauvais, parce que le héros d'un cartoon n'est pas forcément un gentil. Il fait s'exprimer une nature profonde, inconsciente. D'ailleurs, dans The Mask, c'est un masque de Loki, de la mythologie nordique. Il utilise le cartoon dans le cas de Stanley parce que c'est sa mythologie à lui, c'est ce qui exprime le mieux ce qu'il est. C'est marrant de voir comme ça des personnages de psy avec l'accent germanique en référence à Freud. Ils essaient de rationaliser la folie des cartoons, mais sans jamais parvenir à la cerner. Allez-y tous les deux, allez voir Tina, vous et le masque. Parce qu'ils ne font qu'une seule et même personne, fort sympathique d'ailleurs. Dis, les Animaniacs, c'est quoi comme animal? Alors là... Sinon, je sais pas si vous saviez, mais Pépé le Putois, en VO Pépé the Pew, c'est une caricature de français, et dans le dessin animé, ils parlent tous une espèce de yaourt de français caricatural, ce qui fait qu'en VF, ça avait pas beaucoup de sens. Du coup, ils l'ont fait parler comme Yves Montand. C'est marrant comme idée. Zigzag. Hey, stop. Send me a kiss